je te propose de venir nous rejoindre. Merci de ta présence, Michael. Nous avons reçu Michael en février, si vous vous souvenez. Il était à distance. Oui. Il nous parlait déjà de l'envie et des émotions sous-jacentes. Et là, on va plus s'intéresser à la panne d'envie. Donc, Michael est psychologue, coach, formateur. Tout tourne autour de la place des émotions dans nos vies, dans ta pratique. Tu es formé aux outils de l'intelligence émotionnelle. Tu continues à en appliquer le principe dans le domaine de la psychothérapie, de l'apprentissage et de la créativité. Tu as contribué cette année dans notre publication à 2 reprises. Je t'ai beaucoup torturé à ce sujet. Merci de ta disponibilité. Alors j'avais déjà envie, pour commencer, de te poser la question sur les symptômes de la panne d'envie. Comment on les illustre ? En fait, par rapport aux symptômes de la panne d'envie, plutôt de faire une liste, j'avais envie de mettre le projecteur sur un aspect de la panne d'envie qui est en fait, on a parlé de baisse d'énergie, et donc c'est en fait au niveau physiologique, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la panne d'envie, il y a cette baisse d'envie, et comment elle se traduit ? En fait, elle se traduit de manière physiologique, de manière très concrète. On appelle ça le système parasympathique. C'est un terme compliqué pour simplement parler de la pédale de frein de l'organisme. On a le système sympathique et le parasympathique. Le sympathique nous active, c'est ça qui nous met en route le matin, notamment avec le cortisol, l'adrénaline ou ce genre de choses. Et dans la baisse d'envie, en fait, on a physiologiquement une énergie qui diminue. Et on peut la ressentir vraiment dans le corps, il y a quelque chose qui commence à tomber. Et ce qui est important à garder en tête, c'est que si le corps commence à diminuer, ce système parasympathique a aussi un impact au niveau cognitif. C'est-à-dire que mentalement, notre cerveau est moins alerte. Alerte, c'est le terme qu'on utilise par rapport à cette activation du cerveau, mais ça dit la même chose en fait. C'est juste, on va avoir une vivacité d'esprit moindre, on va avoir moins d'idées. Donc quand on a moins d'envie, il n'y a pas grand-chose qui vient, moins de solutions quand des problèmes arrivent. Et donc on a vraiment quelque chose qui est une sorte d'affaissement un peu de cette énergie. Et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant parce qu'après, on peut travailler justement là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut se trouver dans une situation de panne d'envie sans vraiment s'en rendre compte, sans vraiment savoir ? Ben, à partir du moment où on part de cette définition, oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que, donc, comme j'ai dit, il y a le parasympathique, le sympathique, donc on a ce niveau d'énergie qui peut diminuer, quelle qu'en soit la raison, donc il y a des causes qui vont générer ça, mais physiologiquement, on va avoir ce niveau d'énergie qui diminue. Mais on a des tas d'autres outils qui sont là pour faire augmenter le niveau, et notamment un outil qui est très efficace pour nous donner cette élasticité dans le quotidien, et pouvoir, si la panne d'envie arrive à un moment où c'est pas le bon moment parce qu'on a des choses à délivrer, on a une réunion à tenir ou des choses comme ça, eh ben on a un outil qui est très efficace, qu'on a tous à disposition, qui est très utile dans le milieu du travail, qui est absolument nécessaire, c'est le stress. Et donc le stress, c'est quelque chose qui va permettre d'activer l'énergie et de compenser à un moment donné cette panne. C'est pour ça qu'on peut rester très longtemps avec une panne d'envie finalement sous-jacente, où il y a le corps qui tend à dire attends, stop, on freine, que ce soit parce que ça a été à un moment donné excessif, que ce soit parce qu'il y a une perte de sens, que ce soit parce qu'il y a eu la fin d'un projet, enfin, quelle que soit la raison qui amène cet arrêt, le corps a tendance à partir et on a des tas de choses qui sont là à l'intérieur, qui peuvent activer l'adrénaline, le cortisol, etc. Ça peut s'apparenter à de la peur, c'est-à-dire le côté anxieux qu'on peut avoir au quotidien, mais qui maintient le niveau d'énergie, le côté plus autour de la colère avec la détermination, ou le côté un peu agressif qu'il peut y avoir quand on doit attaquer une journée de travail difficile. En tout cas, c'est des énergies activantes. Et pour revenir vraiment sur la question, est-ce qu'on peut être en panne d'envie sans le savoir ? Ben oui, surtout quand ce mode de fonctionnement devient automatique. À partir du moment où cette énergie de stress s'active automatiquement le matin ou dès qu'on arrive au travail, etc., on peut tout à fait se voiler la face et rester dans ce niveau d'activation qui vient compenser jusqu'à ce que le corps ne tienne plus. C'est comme un mode survie. Oui, il y a vraiment, et de base c'est quelque chose d'absolument pas problématique parce qu'il faut tenir les journées. On devrait pas, enfin, on n'est pas esclave de la panne d'envie. Il ne s'agit pas d'avoir à un moment donné, parce qu'il se passe quelque chose, j'ai plus l'énergie, bon bah tant pis, j'annule mes réunions. Non, c'est très nécessaire. Mais si ça devient quelque chose qui n'est plus conscient, qui est vraiment automatique, c'est le côté automatique qui pose problème, c'est qu'en effet, on peut tenir comme ça des semaines, des mois, des années, et là chacun aura une résistance au stress différente, mais on peut tout à fait être en panne d'envie sans le savoir. Du coup, on reste dans l'action, et jusqu'à un moment où on se fait rattraper. Il y a eu pas mal de témoignages assez émouvants là-dessus, mais c'est vraiment, c'est le corps, il n'arrive plus maintenant à activer ce stress pour tenir l'action. Alors, quel lien peut-on faire entre le burn-out et la panne d'envie ?
la panne d'envie ou la baisse d'envie, j'aime bien parler de ça, vu que j'amène cet aspect-là, est tout à fait naturel, que le burn-out est une thématique douloureuse, voire même pathologique. Dans certains cas, c'est vraiment quelque chose dont il faut guérir, c'est vraiment un problème. Et donc le burn-out peut s'accompagner de la panne d'envie, elle s'accompagne systématiquement de la baisse d'envie parce que l'énergie lâche, quelle que soit à nouveau la raison. Mais le burn-out est plus complexe, il est plus violent que la baisse d'envie. Elle est naturelle, elle peut être quotidienne en fait. On peut avoir même au sein même d'une journée. C'est intéressant de voir dans les exemples qu'on peut entendre que c'est souvent des grosses pannes d'envie, des moments, des ruptures dans une vie où il y a eu une profonde transformation. Ben enfin, au sein même d'une journée, on peut avoir à un moment donné cette petite baisse, la digestion ou autre, qui fait que c'est un petit peu difficile. Et donc de pouvoir épouser ça, ça permet de rebondir. Donc c'est quelque chose de naturel. C'est le système parasympathique, ça fait partie de notre mécanique interne. Alors dans l'article que tu as écrit pour notre livre collectif, tu parles de la notion de roue du besoin. Oui. Peux-tu nous en expliquer ? La roue des besoins, alors j'en avais parlé aussi dans la dernière intervention, donc il ne faut pas hésiter pour rentrer plus dans le détail, j'avais vraiment expliqué toute la roue, mais je la trouvais intéressante parce qu'elle explique en fait comment naît dans la construction de soi, donc vraiment chez l'enfant au plus jeune âge et dans ses premières années de vie et dans même ses premières heures de vie, ça commence déjà, la capacité de désir, et donc la capacité à avoir envie à un moment donné de quelque chose. Et elle est intéressante parce qu'elle permet de comprendre aussi, là, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la baisse d'envie naturelle, mais une perte de cette capacité à avoir l'envie. Donc vraiment quelque chose qui, à un moment donné, ce qu'on appelle l'état de non-désir. Plus la possibilité qu'on peut ressentir un peu justement dans le burn-out dans certains cas. Et en fait, l'idée, c'est que l'enfant naît avec des besoins au départ. Il n'a pas des rêves, il a juste des besoins. Souvent, c'est très nourricier, que ce soit vraiment manger, dormir, avoir le contact physique avec la maman ou avec le papa. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a une sorte de cycle qui va traverser où il va prendre conscience de ses besoins. Il va sentir la tension du besoin et ça va générer une réaction de l'environnement. Et cette réaction, il va apprendre vraiment cette interface qu'il y a entre ce qu'il ressent à l'intérieur et l'environnement qui réagit. Il y a quelque chose qui se met. Et quand l'environnement réagit, du coup, il y a une détente parce que la maman va prendre l'enfant contre lui pour l'allaiter, ou il y a un biberon qui va se mettre en route. Mais donc, il va pouvoir associer vraiment cette tension du besoin avec toute une mécanique qui finalement permet de répondre au désir. Et les deux états de non-désir, c'est quand cette mécanique, qui donc au départ à nouveau naturelle, c'est quelque chose qui se met en place très naturellement, est court-circuitée. Et notamment, par exemple, et c'est là que je trouvais ça intéressant, parce qu'on peut commencer à faire des parallèles avec des situations à l'âge adulte. Dans la dernière conférence, j'avais parlé de l'école aussi, qui pouvait stimuler ce non-désir. Mais même de manière générale dans le travail, c'est que les deux chemins de non-désir, c'est la non-réaction de l'environnement. Donc là, on a eu des beaux exemples avec le bottom-up, de pouvoir vraiment permettre la parole et de pouvoir l'entendre avec bienveillance. Quand la parole n'est pas entendue, la personne recule. Et en fait, il y a quelque chose vraiment dans ce cycle où la tension du besoin, la réaction, il y a l'expression du besoin, pouvoir formuler une demande, la réaction de l'environnement et la détente. Si l'environnement ne réagit plus, l'envie régresse. C'est-à-dire qu'on arrête d'exprimer et à un moment donné, c'est ça qui est dangereux, c'est que si on n'exprime plus pendant trop longtemps, on ne ressent même plus le besoin. Et là, on est dans des situations qui peuvent être très compliquées. Si pendant longtemps, on a fait taire, que ce soit dans une équipe ou même pour soi, qu'on a fait taire une partie qui a des besoins, qui a besoin d'exprimer, qui a besoin peut-être de sens, dans le sens de l'activité ou de la mission, de la contribution, si pendant trop longtemps, cette voix n'est pas entendue, que ce soit par l'extérieur ou par nous-mêmes, ça régresse jusqu'à ne plus pouvoir l'identifier. Et là, on est dans l'état de non-désir, ça, c'est plus dangereux. C'est vraiment, et il y a un autre chemin qui est aussi en fait l'environnement qui réagit à des besoins qu'on n'a pas. On appelle ça le gavage. Et donc c'est vraiment, mais c'est la même logique en fait. C'est inadéquat. L'environnement est inadéquat par rapport à mes besoins. Et je trouvais ça intéressant de le partager par rapport à cette question justement de l'envie. Alors comme Séverine nous l'a proposé, est-ce que pour toi il y a des profils plus exposés à cette panne d'envie ? J'ai envie par rapport à ça, j'ai envie en fait presque de classer. Donc, le cœur de mon travail, c'est en effet l'émotion. C'est toujours, quelle que soit la thématique, la première question que je me pose, c'est quelle est la place de l'émotion dans cette thématique-là. C'est vraiment un réflexe, c'est ce que j'aime le plus faire dans mon métier. Et donc, du coup, je vais prendre cette grille de lecture-là. On va essayer de classer la population entre 0 et 10, à quel point la personne est sensible, avec
tout à droite, à 10 sur 10, les personnes hypersensibles, comme on les appelle, et tout à gauche, des personnes qui ne sentent pas, on appelle ça l'exithymie, qui est aussi quand dans l'excès, qui est vraiment une problématique. Les narcissiques aussi. Ça amène d'autres choses. On va rester juste sur l'émotion, mais oui, il pourrait y avoir des liens à faire, clairement. Mais donc voilà, un peu cette répartition, et probablement, alors je n'ai pas de chiffres, mais j'imagine bien que la population se répartit comme une courbe de Gauss, avec vraiment quelques personnes qui sont hypersensibles, en tout cas un petit pourcentage de personnes qui sont totalement coupées des émotions, et puis entre les deux, voilà. Et en fait, si on prend cette grille de lecture-là par rapport au profil, au niveau de la panne d'envie, en fait, ceux qui sont sensibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès aux émotions est facile. Et dans l'hypersensibilité, c'est tellement facile qu'en fait, ils n'arrivent même pas à faire abstraction. L'émotion, c'est une autoroute et elle est là. On ne peut pas faire ça. Et donc, plus on va sentir l'émotion, plus on va pouvoir sentir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, en fait, la baisse d'envie, les personnes sensibles vont la sentir plus facilement. Par contre, et à nouveau, là, je me mets vraiment dans la baisse d'envie, donc qui n'est pas une pathologie, qui est quelque chose de tout à fait naturel. Par contre, de l'autre côté, les personnes qui sentent moins vont peut-être moins sentir cette baisse d'envie, vont donc probablement rester dans l'action, etc. Et cette baisse d'envie risque de rester sous le radar. Et pour moi, ils sont plus menacés, alors sur le long terme, sont plus menacés par une panne d'envie, c'est-à-dire à un moment donné une cassure qui fait que c'est plus possible. Donc, des deux extrêmes, il y a une sensibilité. À droite, c'est la baisse d'envie, c'est-à-dire que, après, il faut savoir la gérer, parce que pour beaucoup de personnes, ils sentent la baisse d'envie, ça leur fait peur, ou ils culpabilisent, ou parce que la baisse d'envie, dans le milieu du travail, on ne peut pas dire que ce soit une valeur forte. L'efficacité est importante, on a des choses à délivrer, on a des résultats à obtenir. Donc, ça peut être difficile de l'accepter, mais par contre, ils vont pouvoir le sentir, et on peut travailler à partir de là. De l'autre côté, il y a des compétences émotionnelles à développer. Et la première compétence, c'est l'identification de ce que je sens. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour éviter, si on peut éviter la cassure et des transitions douces quand il s'agit de prendre conscience de certains besoins qui sont en train d'émerger ou de certains désirs qui arrivent, autant le faire. Donc là, ça peut être utile pour se préserver. Est-ce que toi aussi, tu vois cette panne d'envie peut-être un peu plus majeure comme une opportunité, qui révèle des aspects très positifs sur les changements à venir ? Oui, en fait, c'est donc la baisse d'envie. Du coup, si je reviens toujours sur mon fil conducteur, qui est cette activation physiologique, ça nous fait sortir de l'action. C'est vraiment donc l'inverse de la baisse d'envie, c'est l'efficacité, c'est la to-do list, c'est le quotidien, c'est des objectifs, etc. Et on est dans des émotions très activantes qui sont absolument nécessaires. Donc la baisse d'envie, c'est le contraire. Donc c'est l'arrêt de l'action. C'est ça qui est parfois difficile à assumer, de pouvoir s'arrêter à un moment donné. Et à quoi ça sert en fait? C'est simple. Dès qu'on s'arrête d'agir, si à un moment donné, je sais que moi je peux avoir ça, à un moment donné, si un matin je ne sens pas l'envie d'y aller, et donc je marche vers mon travail, mais sans, ce jour-là, quelle qu'en soit la raison, ça peut être la fatigue, ça peut être des choses qui préoccupent. Si je marche vers mon travail, et voyez si ça peut vous arriver aussi, mais marcher vers le travail sans avoir envie, c'est étonnant comme d'un seul coup, on commence à regarder un petit peu plus ce qui se passe autour. On est plus présent. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de respirer, on est beaucoup plus dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va pouvoir ressentir. Et c'est là qu'on va avoir les informations émotionnelles, ça rejoint des choses qui ont pu être dites juste avant. C'est là qu'on va pouvoir sentir ce qui se passe. Et donc c'est une opportunité en fait, de questionner le sens de nos actions, la vision, les priorités qu'on peut mettre, de pouvoir sentir le poids des choses. Et donc, quand on est dans l'action, si je marche au travail et que je suis en plein dans l'action, qu'est-ce que je vois? Je vois ma ligne du temps, je vois ma journée, je vois ce que j'ai à faire. Et en fait, on est projeté et on ne voit plus ce qui se passe autour. On est pris dans nos pensées. Donc, je pense que la baisse d'envie, c'est ça l'opportunité. C'est vraiment de sortir de l'action pour revenir dans le ressenti. Et ça se passe dans l'instant présent. Pour après relancer l'action. Donc, on est vraiment sur cette courbe naturelle qu'on retrouve d'ailleurs dans la gestion du stress. La gestion du stress, on ne dit pas qu'il faut la diminuer, on dit surtout qu'il y a des moments où elle s'active et des moments où on doit relâcher la tension, et puis on y retourne. Et la résilience, elle vient de ce mouvement-là. Et je trouve que dans cette dimension, on retrouve ça. Vraiment. Question plus personnelle, as-tu vécu une majeure panne d'envie ou de mineure, comme tu les expliques?
Mais majeur, oui. Je sais que la transition, quand je suis devenu papa, il y a eu une sorte de tectonique des plaques. Là, la géographie a changé dans ma vie. Et donc, ça a généré beaucoup de changements, notamment au niveau du travail. Mais celle que j'avais envie de ramener, c'est celle de ce matin. J'y ai pensé ce matin parce qu'en fait, j'en ai traversé une vraiment ce matin pendant la matinée. En fait, ce qui s'est passé, et je la trouve intéressante à partager parce qu'elle ne vient pas d'une douleur, cette baisse d'envie que j'ai eue ce matin. C'est que je sors de 2 formations. Il y en a une il y a 3 semaines qui a été extrêmement importante pour moi. C'était un grand défi. Il y avait vraiment, que ce soit déjà concrètement, parce que je sortais complètement de la zone de confort, il y avait des choses très concrètes dans la gestion d'une formation. Et en même temps, j'avais rencontré une équipe qui s'appelle Ampara. C'est une formation pour les photographes qui souhaitent se lancer en tant qu'entrepreneurs, et donc au niveau technique, etc. Et j'ai voulu participer à ça. Et en fait, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, que ce soit en termes de contenu, parce que c'était du e-learning et que ça m'attire énormément. Je suis vraiment en train de développer là-dedans. Et eux étaient vraiment grandes compétences là-dedans. Et en même temps, le système de valeurs, ça me plaisait. Bref, j'avais vraiment un niveau d'attente très élevé et ça a été du coup très intense. Et juste après, encore une autre formation dans les 3 semaines qui viennent qui font que je n'ai pas pu vraiment me relâcher. J'ai dû enchaîner et me projeter sur la suivante qui a eu lieu hier, donc qui se terminait là. Et donc c'était vraiment la fin d'une période. Il y a eu un tunnel comme ça un peu intense. Et le matin, j'avais 2h30 dans le salon de l'hôtel avant que le taxi arrive. Et donc j'ai eu un moment off. Et j'ai vraiment ressenti cette baisse d'énergie. Je dois faire le trajet. Je me dis, ce soir, je dois réintervenir. Mais j'avais juste une envie, c'était de me relâcher. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai bien aimé à ce moment-là, c'est que, donc à la fois physiologiquement, je me sentais fatigué. Bon, c'est pas de la fatigue, j'aimerais aller dormir, c'est juste j'ai envie de me relâcher. C'était plus ça. Émotionnellement, je me sentais un peu ému. J'ai parlé dans l'autre conférence de la tristesse qui accompagne ce mouvement, donc il ne faut pas hésiter à aller voir pour le détail, mais je me sentais vraiment ému, tout ce qui s'était passé, et je n'avais pas envie de retourner au front, j'avais juste envie de vivre ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai envie de le partager aujourd'hui, c'est que ça a duré 20 minutes. Pendant 20 minutes, j'étais vraiment dans cette baisse d'envie. Et puis, j'ai eu une idée, il y a eu un truc qui me dit, mais tiens, mais maintenant, maintenant que j'ai du temps, je pourrais peut-être attaquer telle formation en ligne qui serait là plutôt de mon côté. Et en fait, l'émulation est revenue. Et donc, je voulais prendre plutôt cet exemple-là que vraiment les changements radicaux, parce que je trouve que ça illustre ça. C'est vraiment, j'ai une certaine sécurité par rapport aux émotions. J'ai toujours eu ça, et je crois que c'est pour ça aussi que je m'amuse bien dans ce domaine-là. Et donc, quand je sens ça, je suis sécure sur l'avenir, et donc j'ai complètement été dedans. En plus, j'avais le temps à ce moment-là. Et je voulais partager que c'est souvent ce qu'on découvre quand on se permet ça, sans culpabilité, sans peur de sombrer là-dedans, de sombrer dans la dépression ou la perte de vitalité. En fait, non, c'est le moment où on va aller toucher la corde sensible. Et c'est de là que naissent les joies et les rêves qui suivent. Alors quand tu nous parles, on voit que tu es souvent, très souvent, presque en position méta, en hyper-conscience de toutes tes émotions. Est-ce que c'est ce que tu conseilles aux uns aux autres pour traverser ces différents écueils ? Non, parce que je suis excessif là-dedans, parce que j'aime ça en fait. Ça fait partie de ma passion, donc je suis très content de le faire. Je me conseille de le faire. C'est presque de l'auto-hypnose ou... Non, parce que après la sphère d'action est là aussi. C'est vrai, peut-être pas quand j'étais ado, mais après j'ai découvert le milieu du travail et il a fallu développer ça. Et c'est très excitant en fait aussi de rentrer dans la to-do list et d'avancer dans les objectifs. Donc il y a des moments où je perds de vue ça. Par contre, c'est vrai que je suis très sensible au moment où il se passe quelque chose qui me sort de ça. J'ai tendance à l'écouter, à aller dedans. Et je pense que chacun doit trouver son équilibre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être tous en pleine conscience. Ça apporterait à tout le monde, mais je trouve que voilà, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus dans l'action que dans le ressenti. Et c'est très bien, ils font aussi avancer les choses. C'est juste par contre, quand il y a un danger, quand il y a un déséquilibre, là je conseille de peut-être équilibrer un peu plus de ce côté-là. S'il y a un déséquilibre et un besoin à ce niveau-là. C'est pas un mode de vie qu'il faut absolument adopter. Chacun trouve son bonheur et moi je le trouve de ce côté-là en tout cas. Alors que te souhaiter pour la suite maintenant, Michael? De profiter des envies qui viennent d'arriver et de mes prochaines baisses d'envie également. Un grand merci pour ces Merci témoignages. Beaucoup, Raphaël.